bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur les travaux, fondamentaux de Cheikh Anta Diop. Tout à fait. On va regarder de près Nation nègre et culture et antériorité des civilisations nègres. C'est ça, avec un objectif précis, décortiquer sa thèse audacieuse, on peut le dire. Ah oui, très audacieuse. L'idée que la civilisation égyptienne antique serait d'origine africaine noire, nègre, comme il le dit lui-même. Une thèse qui bouscule pas mal de choses. Complètement. Ça inverse beaucoup d'idées reçues en Occident. Parce que si les Égyptiens étaient noirs, ça voudrait dire que la Grèce, et donc l'Europe, devraient beaucoup à l'Afrique. C'est un sacré renversement. Rappelons peut-être juste qui était Diop. Né au Sénégal en 1923. Oui, un parcours assez incroyable. Historien, anthropologue, physicien, docteur de l'Université de Paris. Et il a fondé le labo de datation en radiocarbone à Dakar, à l'IFAN. Exactement, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Une figure intellectuelle et scientifique majeure du panafricanisme, vraiment incontournable au XXe siècle. Bon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment Diop construit tout ça? Cette affirmation sur l'origine noire de l'Égypte pharaonique, sur quoi elle repose? Alors, il s'appuie sur plusieurs types d'arguments. Un des piliers, ce sont les témoignages des auteurs antiques, grecs et latins. Les auteurs antiques. Oui, il pense que ce sont des témoins importants, avant ce qu'il appelle la falsification de l'histoire. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces auteurs? On pense à Hérodote, j'imagine. Oui, Hérodote est central. Diop insiste là-dessus. Hérodote a voyagé en Égypte au 5e siècle avant notre ère. Et il décrit les Égyptiens? Exactement. Il dit qu'ils ont la peau noire mélancotrose et les cheveux crépus ou l'Autriche. Les mêmes mots qu'ils utilisent pour les Éthiopiens. Ah oui. Donc pour Hérodote, c'était clair. Pour Diop, oui. Il dit qu'Hérodote est crédible pour ce qu'il voit, les traits physiques, même s'il peut se tromper sur les coutumes, la couleur de peau, c'est assez direct comme observation. Et il utilise ça comment, Diop? Juste la citation. Non, il analyse. Par exemple, Hérodote parle des Colchidiens, un peuple de la mer Noire. Oui. Et il dit « Ce sont des colons égyptiens ». Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau noire, les cheveux crépus et qui pratiquent la circoncision. D'accord. Donc le lien physique et culturel était évident pour Hérodote. C'est ce que Diop met en avant. Pour lui, ça montre bien comment les Égyptiens étaient perçus à cette époque, clairement comme un peuple noir. Et il n'y a pas qu'Hérodote, j'imagine. Non, non. Il cite aussi Diodore de Sicile, Qui dit quoi? qui rapporte une tradition disant que les Éthiopiens seraient les ancêtres des Égyptiens, les fondateurs même. Ah, quand même. Et Strabon aussi, le géographe, qui relie Égyptiens, Éthiopiens et Colchidiens. Diop compile tout ça. Il cite même des égyptologues plus récents, non? Oui, Gaston Maspero, par exemple. Au début du XXe, Maspero résumait l'opinion des anciens en disant « Oui, les Égyptiens étaient une race africaine, nègre pour Diop, venue d'Éthiopie. » C'est intéressant que même des égyptologues l'aient noté. Tout à fait. Et Diop ajoute même une référence biblique. Laquelle? Dans la Genèse, la table des peuples, Mesraïm, qui est l'Égypte en hébreu, Oui. est classé parmi les descendants de Cham. Et Cham, c'est l'ancêtre traditionnel des peuples noirs, aux côtés de Couche, l'Éthiopie-Nubie. Donc même la Bible irait dans ce sens selon son interprétation. C'est un argument de plus pour lui qui montre une conscience ancienne de cette appartenance africaine de l'Égypte. D'accord. Donc ça, c'est le volet textes anciens. Mais il ne s'arrête pas là, Diop. Il regarde aussi les preuves matérielles. Absolument. L'archéologie et l'iconographie, c'est crucial. Le sphinx de Gizeh, par exemple. Ah, le sphinx. Qu'est-ce qu'il en dit? Il s'appuie sur les descriptions de la mission scientifique de Bonaparte, sur les dessins de l'époque. Qui montrait quoi? Selon Diop, des traits très clairs. Nez épaté, lèvres épaisses, pommettes. Bref, un profil qu'il qualifie de bantou. Bantou? Oui, en référence au peuple d'Afrique subsaharien. Il dit « ce n'est pas un profil grec, ni sémite ». Et il pense que le modèle, c'était le pharaon Képhren. Et au-delà du sphinx, il y a tellement de statues, de fresques. Oui, et il les analyse. Systématiquement. Depuis les tout débuts, comme la palette de Narmer. L'unificateur de l'Égypte. C'est ça. Diop dit « Regardez ces traits, ils sont négroïdes ». Et il continue « Djoser, celui de la première pyramide, Khéops, Mykérinos ». Les grands noms de l'Ancien Empire. Oui, puis Montou-Hotep Ier, Sésostris Ier au Moyen Empire. Et bien sûr les grands du Nouvel Empire, Toutmosis III, Ramsès II. Ramsès II aussi. Oui, et même Taharqa, le pharaon couchite, donc nubien, de la 25e dynastie.
Pour lui, toutes ces images confirment une constante physique noire. Et dans ses livres, il met des photos pour comparer, c'est ça? Exactement, c'est sa méthode. Il met une statue de pharaon à côté d'une photo d'un Sénégalais, d'un Tutsi, d'un Soudanais, et il dit « Regardez, la ressemblance est là ». C'est visuel comme argument. Bon, texte ancien, iconographie, archéologie, on voit la base de son argumentation. Mais Diop fait plus que ça. Il attaque frontalement l'égyptologie européenne. Ah oui, c'est une partie essentielle de son travail. Et c'est là que, comme vous disiez, ça devient vraiment percutant. Il parle de falsification, c'est un mot très fort. Extrêmement fort. Une falsification consciente et monstrueuse de l'histoire. C'est sa formule. Et pourquoi? Quelle serait la raison de cette falsification massive? Pour Diop, la racine, c'est l'idéologie raciste qui accompagne la traite négrière et la colonisation. C'est-à-dire? Pour juste et fût exploitation des Africains, il fallait construire l'image du noir inférieur, sans histoire, sans civilisation. Il cite Gobineau, la mentalité prélogique. Donc, si on admettait que l'Égypte, cette civilisation si prestigieuse, était noire, Tout l'édifice idéologique s'effondrait. C'était impossible à accepter pour l'Europe de l'époque, selon Diop. et c'est pour ça que l'égyptologie, en naissant au XIXe siècle, aurait cherché à blanchir l'Égypte. C'est sa thèse. On aurait inventé une race pharaonique blanche, ou sémite, venue d'Asie, ou une origine libyenne, alors que les Égyptiens eux-mêmes représentaient souvent les Libyens comme différents blancs. Et tout ça contre les témoignages anciens et les images comme le Sphinx. Exactement, que l'on connaissait déjà. Il accuse même Champollion, enfin surtout son frère, Champollion-Figeac. Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. Oui. Diop note que Champollion, au début, comparait bien les Égyptiens aux Nubiens, aux Abyssins, donc à des Noirs. Mais après, Après, Diop voit des changements, des tentatives de les distinguer des Coptes, jugés métissés, ou de les lier aux Berbères, un terme que Diop critique beaucoup, pourquoi il critique le terme berbère? parce qu'il le trouve flou et souvent utilisé pour masquer une origine africaine noire, justement. Pour Diop, c'est le début de la falsification. Et quand on décrit les Égyptiens comme bruns, basanés, rougeâtres, qu'est-ce qu'il en pense? Il rejette ça. Pour lui, ce sont des euphémismes pour ne pas dire noirs, ou alors ça décrit des métissages, mais plus tardifs. Tardif. Oui, avec les Grecs, les Romains, les Perses. Mais il pose une question simple, hein. Si les Égyptiens étaient blancs ou juste basanés au début, comment est-ce qu'Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a pu les voir tous noirs avec les cheveux crépus? Bonne question. Pour Diop, ça ne tient que si le fond de la population était noir à l'origine. Le métissage n'aurait pas tout changé aussi vite et aussi uniformément. Il remet aussi en cause l'idée d'une influence majeure venue de Mésopotamie. Oui, complètement. Il insiste sur l'originalité égyptienne. L'architecture en pierre, les hiéroglyphes. C'est apparu là et tôt. Il n'y aurait pas de preuve d'une civilisation plus ancienne en Mésopotamie qui aurait tout apporté? Pas de preuve sérieuse d'une influence antérieure, selon lui. Il va même plus loin. C'est-à-dire? Il suggère que les plus vieilles civilisations de Mésopotamie, comme Sumer ou d'Élam en Iran, ou d'Arabie, de Canaan, étaient elles-mêmes noires à l'origine. Ah bon? Oui. Il les appelle Couchites, même l'Inde préarienne. Donc l'Égypte serait un exemple, brillant certes, mais d'un phénomène civilisateur noir plus vaste. D'accord. Donc on a la critique de l'historiographie, et il y a aussi les liens culturels et linguistiques qu'il tisse entre l'Égypte et le reste de l'Afrique. Tout à fait, c'est un autre pan très important. Il ne s'arrête pas à la couleur de peau. Il regarde les structures sociales, les rites. Comme la circoncision. Par exemple, Hérodote disait « Égyptiens, Colchidiens, Éthiopiens, la pratique ». Pour Diop, ça vient d'Égypte. C'est lié à leur vision du monde, au dieu Amon. Et ça aurait été transmis aux Sémites après, pas l'inverse. C'est ce qu'il soutient, oui. Et il note que Strabon parle aussi d'excision féminine en Égypte, une autre pratique très africaine. Et le matriarcat, c'est un thème fort chez lui, ça. Fondamental. Il oppose deux grands modèles, deux berceaux. Le berceau méridional, africain, nilotique, agricole, matriarcal. Matriarcal, c'est-à-dire. La filiation, les droits, passent par la mère. C'est aussi plus collectiviste, pacifique, optimiste selon lui. Et il y met l'Égypte et l'Afrique noire. Et l'autre berceau? Le berceau septentrional, eurasien, nomade, patriarcal, guerrier, individualiste, plus pessimiste. Associé aux Ariens, aux Indo-Européens. Et l'Égypte serait clairement du côté matriarcal. Pour Diop, oui.
Le rôle des femmes, des reines, des déesses le montre. La transmission du trône par les femmes. Et il voit la continuité de ça en Afrique noire actuelle. Le totémisme aussi, c'est un point qu'il aborde. Oui, le pharaon lié à un animal, comme le faucon russe, pour lui c'est typiquement totémique, comparable à ce qu'on trouve partout en Afrique. Même si les pharaons pratiquaient l'endogamie, le mariage frère-sœur, ça ne contredit pas le totémisme qui interdit souvent ça. Il dit que non, que les deux peuvent coexister, que ce n'est pas une contradiction absolue, en regardant certains systèmes africains. Bon, ces parallèles culturels sont déjà forts, mais Diop va encore plus loin avec la langue. C'est un domaine où il a beaucoup travaillé. Ah oui, la linguistique, c'est peut-être sa contribution la plus technique et originale. Il ne fait pas que noter quelques mots qui se ressemblent. Qu'est-ce qu'il affirme alors? Il postule une parenté génétique entre l'égyptien ancien et les langues négro-africaines d'aujourd'hui. Surtout le Wolof, sa langue, mais aussi le Sérère, le Peul. Une parenté génétique, carrément. Oui, pas juste des emprunts. Une origine commune, visible dans le vocabulaire, mais aussi la grammaire, la phonétique. Et il donne des exemples concrets? Oh oui, des pages et des pages. Le plus célèbre, c'est Kemet, ou Kem en égyptien. Qui veut dire noir. Exactement. Et c'est la racine de Kemet, le nom de l'Égypte. Pour Diap, l'évidence est là. Kemet, ça veut dire la terre des Noirs, point. C'est direct comme argument. Très direct. Il compare aussi Rex en latin, roi, avec Rog ou Rag en sérère, qui veut dire roi ou dieu. Il voit une racine africaine. Et il va jusqu'aux concepts fondamentaux? Oui, le Ka et le Ba égyptien, ces notions d'âme, de force vitale. Il dit retrouver ces mots comme nom de clan totémique, chez les Peuls, Ka et Ba. C'est fascinant. Donc pour lui, l'égyptien ancien n'est pas une langue à part, afro-asiatique. Non, c'est une langue négro-africaine, peut-être la plus ancienne qu'on connaisse par écrit. Et cette idée de lien linguistique l'amène à proposer des migrations? Oui, il pense que beaucoup de peuples d'Afrique de l'Ouest, les Yoruba, les Sérères, les Peuls, les Toucouleurs, les Ani, les Fang, les Bamoum, Toute une liste? oui, seraient originaires de la vallée du Nil, Égypte ou Nubie, et auraient migré vers l'ouest suite à des invasions, des troubles, Et il se base sur quoi pour dire ça? la langue. La langue. Les traditions orales, qui parlent d'une origine à l'est, près d'une grande eau, des dieux parfois similaires, il trouve, Amon, Osiris, Isis, chez les Yoruba, des coutumes. Donc l'Égypte comme une sorte de foyer qui a peuplé une partie de l'Afrique de l'Ouest? C'est l'idée. Une Égypte matrice, qui a diffusé sa culture et ses peuples sur le continent. Bon, si on met tout ça bout à bout, les textes, les images, la culture, la langue, la critique historique, quelle est la conclusion finale, le grand renversement dont on parlait au début? La conclusion, elle donne le vertige. Si Diop a raison, c'est toute l'histoire des origines de notre civilisation, la civilisation occidentale, qu'il faut revoir. Parce que la Grèce, La Grèce, elle devient l'élève de l'Afrique noire. Diop insiste. Thalès, Pythagore, Platon, ils sont allés étudier en Égypte, parfois pendant des années. Géométrie, astronomie, philo. donc l'Europe aurait une dette culturelle envers l'Afrique noire via l'Égypte et la Grèce. C'est exactement ça. Et il montre que l'influence égyptienne a continué après la Grèce. Les cultes d'Isis, par exemple, étaient partout dans l'Empire romain, jusqu'en Germanie, en Gaule. Nier la négritude de l'Égypte. C'est nier les racines africaines de l'Europe. Et pour Diop, ce déni est lié au racisme colonial, comme on l'a dit. Il critique aussi le terme chamitique. Oui, très fort. Pour lui, c'est une catégorie bidon, pseudo-scientifique, utilisée pour classer certains Africains jugés supérieurs et éviter de dire qu'ils étaient noirs et civilisés. Il va même jusqu'à questionner l'origine des Sémites. Oui, il pense que les sémites arabes, hébreux, sont issus d'un métissage ancien entre des noirs autochtones du Moyen-Orient, couchites, cananéens, et des blancs venus du Nord. Le substrat du Moyen-Orient serait noir, selon lui. C'est son hypothèse, oui. Et il termine en parlant même d'une présence noire ancienne en Europe. Oui, il mentionne les squelettes de Grimaldi, en France, paléolithique supérieur, avec des traits dits négroïdes. Pour lui, ça suggère que l'Europe aussi a eu un peuplement noir originel, C'est une vision globale, en fait. très global, et très centré sur l'Afrique comme berceau et moteur de l'histoire ancienne. C'est très compréhensible, dense et assez radical comme approche.
On a donc fait le tour des arguments clés de chaque Anta Diop, les textes anciens, l'iconographie, les liens culturels comme le matriarcat, la langue, et cette critique très forte de l'historiographie dominante. Oui, c'est une œuvre qui a fait, et qui fait toujours, beaucoup débat, c'est clair. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec chaque détail, on ne peut pas nier l'impact de Diop. Quel impact? Il a obligé le monde académique, et pas seulement, à se poser des questions, à réexaminer des certitudes, à voir comment l'histoire qu'on écrit est liée au pouvoir, à l'identité. Ce n'est jamais neutre. C'est un rappel important. Absolument. Pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Si on acceptait, même en partie, ce que dit Diop sur l'identité noire de l'Égypte et son rôle de matrice pour d'autres civilisations, Mm. qu'est-ce que ça changerait? Pas seulement pour notre vision du passé, mais pour aujourd'hui. Pour la fierté, l'identité, les relations entre les peuples, ça pourrait transformer beaucoup de choses, non?